Bienvenue en salle Alan Turing. Alors, on va parler d'un projet de transformation supply chain autour du DDMRP. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez s'il y avait des gens qui étaient présents hier, mais on a parlé avec un équipementier automobile qui avait mis en place le DDMRP et qui discutait avec ses utilisateurs et certains utilisateurs qui avaient déjà de vieilles habitudes sur le MRP2, etc. Et qui n'osaient pas leur dire bah non, le MRP2, on l'a tué en fait. Donc il leur disait, mais non, mais le MRP2, il continue à travailler, c'est juste qu'on s'en sert plus. Donc voilà, il les rassurait. Bah là, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est encore mieux, je dirais, puisque le titre, c'est comment faire du DDMRP sans en parler. En étant le plus discret possible aussi vis-à-vis des utilisateurs. Et donc, c'est l'enseigne de matériaux de construction et bricolage GDMAT qui va nous faire l'honneur de venir avec B2Wise, avec l'éditeur B2Wise. Donc, Serge Blanchet, responsable de la prévision et des approvisionnements chez GDMAT. Allez-y, hein, je vous en prie, vous pouvez venir. Puis Laurent Vigourou, qui est cofondateur et qui est ambassadeur de la marque B2Wise dans le monde entier. Je vous laisse et puis après, je reviens pour les questions. Merci Jean-Luc. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de GDMAT, on va vous parler des approvisionnements et on ne vous parlera pas de DDMRP. Alors pour ceux qui étaient venus pour ça, bah, dommage, c'est pas le bon endroit. Serge, tu peux nous présenter GDMAT ? Oui, bien sûr. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter GDMAT en quelques mots. GDMAT, c'est un groupement, c'est une coopérative avec 3 grandes marques qui sont GDMAT, GDbois et GDMAT Concept. On fait du matériau de construction, alors du chauffage, de la menuiserie intérieure. On fait ce qu'on appelle aussi du LS en termes techniques de libre service. Donc du matériel pour des professionnels, de la salle de bain et sol et murs, voilà, type carrelage par exemple. Tout ce dont on a besoin pour faire du bricolage, des travaux. Tout ce dont tu as besoin pour refaire une pièce dans ta maison. Bien, alors en termes de chiffres, parce que bon, ok, on voit tous les matériaux, mais c'est quoi GDMAT ? Ça représente quoi ? Alors quelques chiffres, effectivement, GDMAT, c'est environ 591 magasins, c'est 2,8 milliards d'euros et c'est 244 adhérents. Voilà, c'est le deuxième acteur du négoce et c'est le premier groupement d'indépendants dans cette partie-là, justement. Voilà. D'accord. Et bon, part de marché, ouais. Alors, part de marché, ça se répartit entre les quelques enseignes qui sont GDMAT et GDbois, 10% sur GDMAT, 7% sur GDbois et 533 magasins quand même GDMAT. D'accord. Ce qui n'est pas rien dans ce domaine-là, et puis 58 magasins sur du GDbois. Bon, on est en supply chain, donc nous on veut des chiffres supply chain. Là, c'est des chiffres business. Donc, ça donne quoi, c'est GDMAT et les 3 autres enseignes ? Alors, GDMAT est un groupement d'indépendants avec un support supply chain logistique qu'on appelle GDNOR. GDNOR, c'est 4 plateformes. Alors, 2 principales. Une principale qui est sur le site d'Hachette, qui est du côté d'Arras, 25 000 m², plus ou moins. Et puis, une deuxième plateforme qui est au sud de Lyon, Reventin, qui a 2 petites antennes qui s'appellent Vaumieux et Chana. Chana est un petit entrepôt qui nous permet de faire du débord. Vaumieux est l'entrepôt sur lequel on stocke du carrelage. Et l'activité principale de Reventin, c'est tout le LS. C'est une plateforme qui fait à peu près 15 000 m². Voilà. Ouais. Alors, conséquent quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal dans le domaine. Bon, il faut quand même se représenter que sur les 4 plateformes, nous avons en plus ou moins 23 000 références, dont alors, ce qu'on appelle de la CMO, 15 000 références. Alors CMO, c'est du cross-dock LOT, pour reprendre le terme plus technique. Nous avons l'équivalent de 28 millions d'euros au global en moyenne de stock. Ça, c'était avant le projet. Ça, c'était avant le projet. Ça commence à baisser, effectivement, depuis 3-4 mois. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est 363 fournisseurs réguliers, mais c'est 450 au global. D'accord. Voilà. Avec 7000 lignes de commandes. Alors là, je vais plutôt parler plus fournisseurs, mais adhérents. 7000 lignes de commandes adhérents par jour, avec l'équivalent en termes de camions, à peu près 80 camions jour. En termes de flux, il y a un flux physique très fort, là, 80 camions par jour, c'est quand même gros. Un flux d'informations qui est assez phénoménal, là, 7000 commandes par jour.
Bien. Alors, comment tu gérais tout ça avant qu'on ne fasse pas du DDMRP, justement? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes encore sur un type AS400. Nous avions un logiciel qui s'appelait Optimiza, qui est un logiciel assez vieillot, pour pas dire obsolète, 100% d'Excel quasiment, donc retraitement des analyses de préconisation de commandes sur Excel, donc un process très manuel. L'équipe des approvisionnements était très mécontente de l'outil, et plus le temps avançait, et plus elles étaient en volonté de changement malgré tout, puisque justement, c'est ce que je disais, 90% des ordres étaient retraités manuellement. Ça veut dire, ça représente quoi 90%? C'est énorme, c'est la globalité d'une base article qui est ressortie sur un fichier Excel et qui est retraitée par les approvisionneurs. La provision était très mauvaise, on était en dessous de 55% en gros de respect de prévision par rapport à ce qui était préconisé à l'origine par Optimiza. Ok, donc une situation initiale un peu compliquée. Et donc là, vous avez commencé à imaginer de changer, mais quels étaient les... Ah non, il y avait un point aussi. Alors, il y a quand même un point important, on a oublié, parce que j'ai parlé de l'ERP AS400, donc on est en projet aujourd'hui des 365, donc on est en train de changer de ERP, passer sur Microsoft des 365, avec en plus, par rapport à Optimiza, une fin de maintenance qui était prévue au 31 décembre 2024. Il ne faut pas l'oublier, donc le projet, tous les tests de l'ERP... Alors, au moment du choix, devaient commencer et ont commencé justement au mois de juin. Donc un gros challenge en termes du changement et on souhaitait justement avoir plus de simplicité, plus de facilité, gérer un changement beaucoup plus facile et surtout, alors moi je suis un homme de chiffres, donc avec des résultats. Voilà. Donc passer sur des 365, ça c'est véritablement en cours, avec une volonté de vraiment de tranquillité par rapport aux équipes, et puis surtout avec un outil beaucoup plus fiable, beaucoup plus simple d'utilisation, puis surtout avec beaucoup de résultats, et des résultats qui sont bons, que ce soit en termes de taux de disponibilité pour les adhérents, parce que les clients ce sont quand même nos magasins, et puis un niveau de stock beaucoup plus fiable. Oui, parce que la particularité, c'est que tes clients, ce sont des clients internes en fait. Tout à fait. Tout à fait. Nos clients sont des clients uniquement internes. Gédimat, Gédibois et Concept Store. Ok, donc là, on a vu la situation initiale qui était plutôt inconfortable. On a vu les moteurs du changement. Alors, comment tu l'as enclenché ce changement? Quel choix vous avez fait? Alors, nous travaillions auparavant déjà avec Optimiza, avec B2Wise. C'était B2Wise qui nous maintenait cette solution. J'avais véritablement pour les équipes une volonté de changement en douceur. Je répète, et je vais me répéter tout au long de la présentation, puisqu'effectivement, les équipes sont des équipes qui sont assez anciennes dans l'entreprise et qui ne voulaient pas entendre parler de MRP, MRP2, tout un tas de concepts supply, parce que c'est vraiment pas leur tasse de thé, on va le dire comme ça. Et puis elles étaient assez réticentes au changement. Voilà. Elles travaillaient d'une manière qui les rassurait. Alors je souhaitais jeter l'eau du bain sans le bébé, d'où l'image. Voilà. Mais c'était véritablement à passer quelque chose beaucoup plus fiable, beaucoup plus simple pour elles et qui allait apporter des résultats. Et donc, comment vous avez fait le choix de B2Wise en fait, si on revient sur ce sujet? Alors, choix de B2Wise, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, de travailler sur le DDMRP, de voir le concept et de me dire qu'effectivement les résultats pouvaient être véritablement au rendez-vous de ce que l'on attendait par rapport à ce qu'on utilisait auparavant. Ok, très bien. Donc là, le choix a été fait. Maintenant, on fonctionne avec des pilotes. Et donc, comment tu as choisi qui était embarqué dans ce pilote-là parmi ton équipe? Alors, l'important, c'est l'humain dans un changement, surtout des équipes très anciennes dans l'entreprise, qui étaient habituées de travailler avec des systèmes. Donc, j'ai décidé, entre guillemets, de choisir 4 personnes dans l'équipe. Alors, il y a 2 sites, donc j'ai 2 équipes qui sont réparties, 4 personnes sur Reventin, 4 personnes sur Hachette. Donc 2 personnes sur Reventin ont été sélectionnées pour faire ce projet. Alors, si possible, une personne très moteur et une personne excessivement ancrée dans ses habitudes, et de même sur les 2 sites. Donc 2 personnes par site, 4 approvisionneuses. Là, tu l'as dit de manière, j'aime bien, excessivement entrée dans ses habitudes. Oui. Donc ça veut dire
je ne veux pas changer, quoi. On est d'accord. Hein. Non, mais il ne faut pas se cacher, les équipes sont quand même, quand elles ont une manière de travailler, même si on leur apporte de nouveaux systèmes, hein, elles ont fait des formations en MRP, MRP2, approvisionnement, enfin je passe tous les sujets qu'on pourrait aborder aujourd'hui, mais elles avaient vraiment un mode de fonctionnement qui était ancré. Optimiza leur convenait bien, ça les rassurait. Même malgré des résultats qui n'étaient pas forcément toujours très... qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas probants. Donc, le choix du pilote a été fait. Maintenant, on démarre le projet. Alors, ce projet, comment est-ce qu'il a démarré? Comment il s'est déroulé? Il faut quand même dire quelque chose. Gros challenge, puisque Optimiza, pour rappeler, s'arrêtait le 31 décembre 2024. Et il fallait absolument démarrer avec le nouvel outil avant le mois de juin 2025. Donc, gros challenge au niveau des équipes. Les 4 personnes ont bien été briefées par rapport à ça. D'ailleurs, elles étaient véritablement les chefs de projet, je vais le dire comme ça, avec une meneuse parce que plus habituée, plus à l'aise avec les outils informatiques. Et la partie plus management en chapeau voilà, était représentée par moi et une personne sur l'informatique. Donc 3 mois et demi de projet. Donc ça a été très très rapide. 3 mois et demi de projet avec un travail qui a été rendu au mois de mai. Voilà. Donc, on est passé par toutes ces phases hein, de design, data, modèle, run. Tout à fait. Tout à fait. Je me suis occupé avec les équipes de faire le design et la data et elles se sont chargées du reste pour pouvoir mettre en place le projet. Et je tiens à préciser, c'est elles qui ont mis en place le projet. Voilà, c'est 4 approvisionneuses qui ont véritablement mis en place le projet au niveau de l'entreprise, qui ont fait tous les manuels, tous les process avec B2Wise. Et d'ailleurs, B2Wise les a très bien accompagnés à ce niveau-là, parce que c'est ce que je disais, elles n'étaient pas du tout habituées à gérer des projets. Et puis, c'est elles qui ont formé les équipes en interne. Voilà. Alors, il y a un point clé qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en fait, tous nos projets fonctionnent en général avec une phase ici, là, qui est la phase de formation, accompagnement des managers pour basculer vers le DDMRP. Là, notre sponsor Serge n'en avait pas besoin puisqu'il avait déjà bien intégré toutes les notions. On n'a pas fait non plus de DD-Bricks, qui est notre jeu Serious Game avec des Lego. On a enlevé toute cette partie-là de manière volontaire, en fait, pour justement faire ça en mode vraiment très rapide et très facile. C'est un choix. C'était un choix. J'ai douté, et puis en fait, on est là. C'était un choix, c'était véritablement pour pas leur faire peur au changement. Il faut savoir qu'avec le changement d'Optimiza à Bitwise, avec en plus le changement de l'ERP en cours, voilà, ça faisait beaucoup en une seule fois. Donc c'était véritablement d'amener un nouveau mode de fonctionnement, de nouveaux process, sans leur dire. Alors, sans leur dire, mais bon, il y a eu quand même du recouvrement entre les deux. Oui, il y a un processus important que vous faites chez Bitwise et qui est relativement efficace, en tout cas au niveau des équipes chez GDMat, c'est qu'il y a une phase de 4 semaines de travail en parallèle. Elles ont donc travaillé en production, donc elles pouvaient valider leurs commandes sur les 2 outils, à la fois sur Optimiza et à la fois sur Bitwise, ce qui a permis de faire une comparaison entre les 2 outils et de véritablement se rendre compte des résultats et de l'efficacité qu'elle pouvait avoir avec B2Wise vis-à-vis d'Opti. Alors, on a mis la phrase, je vais la dire parce que ça c'est important. J'ai quand même une de mes collaboratrices qui m'a dit « Oh, je ne vais pas le dire le mot, excusez-moi, il y a du monde, mais avec B2Wise, on ne modifie plus les propositions de commande. » Ce qui n'est pas rien par rapport à ce qu'elles avaient rencontré avec Optimiza. Alors, mais ça veut dire quoi justement Eh ben aujourd'hui, elles prennent les propositions de commande et il y a un gain de temps énorme sur leur travail puisque leur travail n'est plus de sortir sur Excel, de regarder, d'analyser les propositions de commande en fonction de besoins, de prévisions, de saisonnalité, etc., parce qu'on fait quand même de la distribution. Aujourd'hui, c'est véritablement que du travail d'analyse. Que du travail d'analyse. Et tous les produits qui sont alors en Pareto, ce qu'on appelle chez nous en interne du AA, parce qu'on a doublé le Pareto, sont validés quasiment en automatique. Et c'est juste. Et c'est juste. Aujourd'hui, c'est juste. Les résultats prouvent qu'effectivement, sur des produits à très forte rotation, il n'y a plus besoin de retravailler les analyses. Ok, bah c'est parfait. Alors juste un point sur le recouvrement entre Optimiza et B2Wise. En fait, on a intégré Optimiza dans nos solutions et B2Wise en fait est vu par les anciens utilisateurs d'Optimiza comme la suite en fait, la nouvelle évolution d'Optimiza avec un moteur
qui est nouveau, qui est le DDMRP, mais ça représente à peu près la même chose. Et les données, on a repris exactement les mêmes données. À chaque fois, les données, ça peut être un problème dans des projets. Dans ce cas-là, en fait, ça n'a pas du tout été un problème puisque les données d'Optimiza, on les connaissait, on savait les champs, on avait déjà anticipé ce recouvrement. Et en fait, ça s'est fait en un clin d'œil. Oui, c'était un prérequis parce qu'il fallait aller très vite, il fallait qu'on garde le mode de fonctionnement. C'était aussi un objectif qui m'avait été donné par la direction. C'était garder le mode de fonctionnement et surtout d'aller très très vite. Okay. Voilà. Et surtout de ne pas dégrader le résultat de l'entreprise. Ah oui, mais ça c'est un... C'était bon. Éventuellement. Alors, ok, on a le témoignage de Serge, c'est super, mais tu voulais donner aussi la parole à Virginie. Oui, alors Virginie est une approvisionneuse de mon équipe et c'est elle qui faisait partie des 4, qui a suivi le projet, qui l'a mis en place en interne. Formation, donc elle a assuré les formations, tout ce qui est mis en place et suivi avec les équipes de Bitwise. Ok, voyons ce que Virginie nous raconte. Je suis Virginie Buquet, je suis approvisionneuse au sein de la société Gédinor, donc la plateforme logistique Gédimat. Je suis à ce poste depuis 2001. Je gère essentiellement les approvisionnements de libre service, donc tout ce qui est outillage, électricité, quincaillerie, tout ce que les clients achètent en magasin en toute liberté. Avant, nous avions l'outil Optimiza, lequel était simple d'utilisation sur la forme, mais on a constaté que c'était pas très fiable dans le sens où les produits spécifiques ou promotionnels n'avaient pas assez d'éléments précis concernant l'historique des ventes. Chaque réapprovisionnement était retouché manuellement tous les jours. Ça nous faisait perdre énormément de temps sur le quotidien. Les approvisionnements avec Bitwise se passent très bien. L'outil a été pris en main très facilement, sans douleur. Un outil très facile d'accès avec des couleurs, des informations qu'on trouve très facilement. Mais ce qui a changé énormément, c'était les prévisions qui se rapprochent énormément de la réalité, que ce soit pour les articles stockés permanents ou des articles promo ou des articles nouveaux. Voilà, on intègre une prévision de vente, donc l'outil est beaucoup plus fiable que ce qu'on avait auparavant. Le temps gagné par l'utilisation de Bitwise, je le passe à analyser et surtout affiner les paramètres de mes 40 fournisseurs, ce qui nous permet aussi de relancer nos fournisseurs sur les délais, sur les reliquats, de gérer tout ce qui est litige, de clôturer certains dossiers. On n'avait pas forcément le temps de clôturer. Alors on a toujours un petit peu peur du changement, parce qu'on ne sait pas si on va s'adapter facilement, si ça va être simple, le quotidien, d'aller sur un nouvel outil, de tout réapprendre. Et en fin de compte, avec Bitwise, ça s'est passé vraiment très simplement. Voilà, avec un travail collaboratif de Bitwise et de nous. Donc voilà, nous, il fallait qu'on s'adapte à un Bitwise. On s'est adapté facilement. Bitwise a dû s'adapter à nos demandes, du fait des familles de produits complètement différentes. Ils se sont bien adaptés. Donc en fait, finalement, ça a abouti à un logiciel qui nous convient parfaitement. Un commentaire sur Non, elle a bien résumé en fait tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit aujourd'hui et surtout l'apport qu'a apporté Bitwise dans son travail au quotidien. Donc, vous l'avez compris, DDMRP, c'est caché. Toi, tu savais bien sûr, mais derrière, les équipes n'étaient pas vraiment intégrées dans cette démarche. Non, je répète, hein, mais j'avais vraiment pas voulu leur faire peur avec des principes qu'elles connaissent pas. Voilà. Mais je voulais qu'elles soient actrices du changement. Voilà. Donc, c'est un choix. Je respecte complètement. Alors, voyons maintenant le process, étape par étape. Donc, sur la partie des prévisions, comment ça fonctionne, comment ça s'intègre, Alors, la prévision est intégrée dans Bitwise. On a aussi une base de données qui intègre nos données articles avec EmoQ, Franco, etc. etc. Et vous voyez là à l'écran ce que représente aujourd'hui une proposition de commande ou en tout cas un écran pour un approvisionneur de Bitwise avec le calcul de la CMJ et puis le dimensionnement des buffers qui se fait automatiquement. Donc, la CMJ, c'est la consommation moyenne journalière. Qui est lissé sur les prévisions, en fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, je voulais un outil simple, très simple et efficace. Alors, j'ai 2 anecdotes. La première, c'est la prévision. La prévision, aujourd'hui, on l'échange avec les fournisseurs. Et avant, avec Optimiza, une obligation systématique de retravailler la prévision en fonction d'historique, en fonction de calculs mathématiques, etc., de courbes de tendance. Et aujourd'hui, avec Bitwise et le module de prévision, pas de retravail.
ou peu, ou à la volonté, ou en tout cas si on en a besoin, mais pour des raisons qui sont plus des raisons de produits promotionnels qui ne sont pas intégrés dans les prévisions. Alors, tu me racontais justement cette histoire avec un de tes fournisseurs qui avait 2000 références. Tout à fait. Je pense que ça vaut le coup que tout le monde entende. Voilà, on a un partenariat privilégié avec un des fournisseurs qui a plus de 2000 références, avec lequel on échange de la prévision tous les mois. 2000 références, 2000 SKU, c'est compliqué à envoyer en termes de prévision, surtout si on doit la retravailler. Aujourd'hui, on ne la retravaille pas et on a, je dirais, un très bon taux. Je ne l'ai pas en tête, mais on a un très très bon taux de fiabilité de prévision. Ouais. Super. Donc là, les prévisions, elles servent en fait à faire quoi? À dimensionner les buffers. Les buffers, ce sont ces stocks tampons qui sont ensuite réapprovisionnés en flux tiré. Donc ça, c'est la grosse particularité. Et donc au niveau de l'approvisionnement, ça se passe comment concrètement? Je répète, je voulais un outil simple, visuel, avec une prise en main excessivement rapide et puis des process différents, type le DDMRP. Donc aujourd'hui, le DDMRP, en un regard, on peut voir où sont les problèmes. Hein. Si je résume, le bleu, c'est le surstock, le vert, c'est le bon stock, le jaune, il faut commander, le rouge, on n'est pas loin de la catastrophe, et le rouge écarlate, on est dans le mur. Et à la fois sur des alertes de stock, sur des préconisations de commandes, et puis même avec les préconisations et la projection de ce que l'on peut avoir en termes de stock. Donc je voulais un outil simple, visuel. J'ai un alternant aujourd'hui qui travaille avec, qui l'a pris en main en l'espace d'une semaine. Il faut savoir que Bitwise, quand vous nous avez apporté l'information au niveau des équipes, ça a été que quelques jours. Ça a été 8 jours au global, au total. Donc ça a été très rapide. Hein, je répète, le réussite du projet, c'était la simplicité, l'efficacité et la rapidité. Alors ok, c'est simple, mais quand même ton environnement il est complexe. Oui. C'est le nombre de produits, le nombre d'adhérents, le nombre de types de marchés sur lesquels tu évolues, c'est pas simple. On a une complexité par rapport à nos produits, déjà 23 000 références, ce qui n'est pas rien. Après, derrière, on a beaucoup d'opérations assez spécifiques qui sont les produits. Alors, on a des produits permanents, ce sont les produits qui sont gérés en stock. On a les produits promotionnels qui viennent régulièrement ou non. Des fois, ce sont des à-coups, c'est ce qu'on appelle aussi des achats spot. On a également toute une partie de saisonnalité, parce qu'on a une forte saisonnalité entre le mois de mars, en tout cas sur les plateformes, entre le mois de mars et le mois de septembre. Et puis, on a beaucoup de changements de gamme en cours de route, même si on a des catalogues, on appelle ça des catalogues au mois de mars, on a des changements de gamme régulièrement tout au long de l'année. Donc, il faut tenir compte des switches, des nouveautés, et puis bien évaluer à la fois l'atterrissage de stock pour les anciens et puis le démarrage du stock pour les nouveaux. Alors, toute cette complexité, en fait, elle s'efface dans l'outil, quelque part. Alors, cette complexité, elle est quasiment balayée par l'outil, puisque, comme je disais, c'est un outil relativement simple, très visuel, qui permet tout de suite de repérer les problématiques. Donc, c'est vrai que les approvisionneuses, comme je disais, elles ont gagné du temps, et pour gagner du temps, elles passent plus de temps sur les analyses, et les analyses sont très simples, puisqu'elles sont visuelles à l'écran. Bon, ok, les approvisionneuses ont fait le job, elles adorent, etc. Mais ça, c'est pas ce qu'intéresse les patrons. Non, parce qu'effectivement, on avait quand même un objectif principal en chapeau, c'était pas de diminution de taux de service et surtout diminution du stock. Ah, ok. Donc, faut savoir que le stock, en termes de taux de service, on a un taux de service aujourd'hui au global de 97%. Alors, on nous annonce très souvent plutôt dans le métier des 93-95%. On est à 97%, c'est en moyenne. Il faut savoir que sur les produits à forte rotation, on est plus proche des 98 avec Bitwise. Et on a fait un gain de stock d'à peu près d'1 million d'euros glissant par mois. Ouais. Par mois glissant. Donc par rapport à l'année dernière Par rapport à l'année dernière, d'ailleurs, on voit le changement sur l'écran. On a commencé Bitwise en parallèle aux alentours du mois d'avril-mai, sur le mois d'avril-mai. On a commencé tout de suite, alors surtout sur des produits avec des délais courts, je ne parle pas des produits à délai long, mais sur des délais courts, on a tout de suite eu une diminution du niveau de stock et une amélioration de la qualité du stock. Alors, la qualité du stock, ça, on ne le voit pas sur ces courbes classiques de stock. Alors, on a enlevé tous les euros, mais vous savez, vous voyez le chiffre qui est intéressant. En termes de qualité du stock, justement, il y a la couleur rouge, vert, jaune, là, ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Ça permet de mesurer la qualité du stock et tout de suite, on a eu une baisse du surstock de 15%. Et puis surtout, on s'est largement aperçu que le stock est au bon endroit, au bon moment, tout de suite après la mise en place de Bitwise.
Voilà. Donc, Attends, la qualité attends. du stock s'est bien améliorée. Et il te reste encore beaucoup de bleu là. Ouais, C'est quoi alors, ça? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'utilisation par les approvisionneuses de Bitwise, je répète, hein, ça fait 6 mois qu'on l'utilise. Ça a été une prise en main relativement rapide. Elles se font à l'outil. Alors, elles travaillent aussi sur la mise en place du nouvel ERP D365. Et l'objectif aujourd'hui, à partir du mois de novembre, sera de véritablement travailler sur les paramétrages de Bitwise, chose qu'elles n'ont pas tout à fait bien fait jusqu'à présent au moment de l'implantation. Oui, bon, on monte d'un niveau de maturité, d'intégration. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'elles ont été contentes dès le démarrage d'avoir des résultats qui étaient bien meilleurs qu'avant, malgré tout. Alors, c'est quoi pour toi les clés du succès? Qu'est-ce que tu as appris dans cette aventure? Alors, ce que j'ai appris et surtout ce qu'elles ont appris et le retour que j'ai des équipes, c'est déjà faut parler vrai, faut parler métier, faut pas utiliser des termes informatiques compliqués. Elles n'étaient pas habituées au projet, pas habituées à des systèmes informatiques, des changements et des modifications. Donc c'est véritablement parler vrai, parler simple avec les équipes. Voilà. Avoir un très bon accompagnement également de Bitwise en l'occurrence. Après, c'était vraiment les impliquer. Je répète, c'est impliquer les équipes. C'est pour ça que j'ai souhaité avec les équipes que ça soit tel qu'ils l'installent et qu'ils l'implémentent et qu'ils l'implantent dans l'entreprise et qui se forment entre elles. Auto-formation, on va dire ça comme ça. Et puis, je répète, le secret du changement, c'est d'avoir un outil quand même relativement simple à utiliser dès le démarrage, et ça a été le cas avec le DDMRP de Bitwise. Super, belle aventure. Belle aventure, très belle aventure. Alors, ok, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore plein de choses à faire. C'est quoi tes prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, dans l'immédiat, sera de connecter Bitwise au futur ERP Microsoft D365. Alors, pour ça, on a un connecteur intégré. Ça va être fait très rapidement, c'est facile. Voilà, c'est en cours. C'est en cours. Et donc, ensuite, il va falloir monter en puissance sur l'utilisation des fonctionnalités plus avancées de Bitwise. C'est quoi? C'est sur cette partie tactique, regarder les paramétrages, améliorer le mode de fonctionnement. Et puis, dans une troisième étape, ou 2,5, et ça dépendra de la vitesse, de mettre en place l'IA avec notre IA Studio qui s'appelle Comwise. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans le planning, on travaille avec 3 horizons, plus le passé. Donc, on a aujourd'hui, on va regarder les performances du passé. Et dans ces performances du passé, dans la grande distribution, ce qui est intéressant, c'est de regarder le lead time. Est-ce que les fournisseurs respectent leur lead time? Est-ce que l'impact stock il est correct? Est-ce que le business, j'arrive à le servir correctement? Donc, toutes ces questions-là ont des réponses visuelles, graphiques, faciles à interpréter et à partager. Ensuite, sur l'horizon opérationnel, on l'a vu, passage des commandes. Il y a des fonctionnalités comme le priority share, c'est-à-dire comment est-ce qu'on optimise le remplissage d'un camion complet, le remplissage d'un container, comment on équilibre correctement des flux qui ne sont pas alignés par rapport à la palette, au remplissage du camion ou du container. À l'horizon tactique, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher quelles sont les références qui sont problématiques et puis on va aller les améliorer, regarder, changer les paramètres, augmenter les lead time, changer les MOQ, changer les fournisseurs et allouer les fournisseurs. Par exemple, si vous avez un fournisseur et vous avez un double sourcing, et vous voulez allouer 70% à l'un et 30% à l'autre, ça va se faire au niveau tactique pour qu'au niveau opérationnel, on ne se pose pas de questions, ça déroule. Et puis au niveau stratégique, alors un petit point là-dessus. Au niveau opérationnel, pour moi, c'est du plug and play. C'est des fonctionnalités qui sont là, il n'y a plus qu'à les utiliser, elles sont là. Donc c'est comme en supply chain, quand on parle de make to stock, c'est voilà, je prends et je consomme. Ça, c'est au niveau opérationnel. Au niveau tactique, on va utiliser des fonctionnalités qui sont présentes, mais on va peut-être pouvoir les mettre en forme un peu différemment. Et pour ça, dans Bitwise, on a un data mart où toutes les données sont intégrées, les données de Bitwise sont intégrées dans le data mart, ce qui permet de brancher Power BI ou
peu importe votre outil de BI, pour faire vos reporting en connectant ça avec la finance, avec les marchés, avec Salesforce, peu importe. Ça, c'est du customisable, mais ça reste avec des briques standards. Par contre, la partie stratégique, là, je suis certain qu'il y a une chose, c'est que la stratégie de GDMAT, la stratégie de chacune de vos entreprises sera différente. Et votre focus sera différent. Aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez changer de priorisation, vous allez avoir des nouvelles machines, des nouveaux entrepôts, des nouveaux produits, des nouvelles gammes de produits, vous allez acheter des entreprises. Et donc tout ça, ça va changer et ça va changer cet aspect stratégique. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est on va utiliser l'IA pour développer l'application SNOP qui répond parfaitement à vos attentes. Et développer ça, ben on va le développer comment? Avec de l'IA. On va le développer avec de l'IA en faisant des specs qu'on va écrire, mais on va surtout échanger, on va faire des calls, on va parler, on va enregistrer ces conférences, ces réunions. Et ça va être la base du prompt pour faire de l'IA. C'est l'IA qui va être la base du prompt pour... Non, je reprends. La conversation va être la base pour faire la spécification qui va derrière générer le code. Et on va faire avec des boucles, des itérations de 1 journée, 2 journées. La première livraison, elle va être simple. Oui, bon, je voudrais un peu plus, un peu moins. Deuxième livraison, troisième livraison. Et au bout de 4, 5, 6 fois, on a quelque chose qui est très solide et qui va permettre d'avoir... ça, on l'a fait chez Fagor. Vous connaissez Fagor très certainement, les lave-vaisselle, etc. Ils ont une branche aussi automobile. Et en quelques semaines, on a mis en place un équilibrage de charges automatisé sur l'intégralité de leur centre de production. Bon, ils avaient juste passé 3 ans à essayer de le faire avec un outil de capacité contrainte. Bon, ça n'a pas marché. On a fait aussi avec Fruity Line en Hollande, un fabricant de jus de fruits, des scénarios planning pour d'équilibrage charge-capacité avec l'IA qui va permettre d'analyser l'intégralité des scénarios différents que l'on a et puis regarder et pondérer par rapport à la marge brute, par rapport au taux de service, quelle est votre focalisation du moment et donc en fait ça va vous permettre de vous orienter vers le bon scénario qui permettra de répondre aux problématiques de l'entreprise. Donc voilà sur les 3 horizons et les performances passées, parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire avec GDMAT. On arrive à la fin de cette présentation et on va, avant de commencer les questions, Serge, c'est quoi pour toi une bonne conduite du changement? Pour moi, une bonne conduite du changement, c'est une conduite qui est opérée par les personnes qui vont avoir à utiliser un outil. Voilà. Dans mon équipe, les approvisionneuses ont tout de suite été intégrées dès la conception, dès le design, dès le démarrage du projet avec vos équipes. Et c'est elles qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné et qui l'ont mis en place. C'est la meilleure conduite du changement, c'est véritablement d'intégrer et d'impliquer les équipes. C'est le mot de la fin. Merci, Jean, merci Serge. On l'applaudit quand même, bravo. Merci Laurent, merci à tous. Alors, une page de pub. Si vous voulez jouer au Lego, au DD Bricks, on fait le Tour de France et les prochaines dates, ça sera en novembre sur Paris et fin novembre et début décembre sur Lyon. Le QR code est là pour pouvoir vous inscrire. Jean-Luc, je te laisse la place pour les questions. Fin de la pub. D'abord, merci parce que c'est vrai que cette approche-là enfin, moi, je trouve très originale. Et je voulais demander justement à Laurent, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a eu quand même depuis 10 ans des mises en œuvre des DMRP. C'est la première fois que tu fais du DMRP sans le savoir, sans le dire. Oui, alors alors justement, c'est ça qui est unique dans ce projet. Serge a été assez clair dès le début du projet en disant... C'est vraiment la volonté de Serge. Clairement, et au final, au début, j'étais sceptique. J'étais très sceptique, j'y croyais pas, parce que c'est pas ce qu'on a fait sur les plus de 200 projets qu'on a gérés dans le monde entier jusqu'à présent.
Et puis au final, il a raison. Il a raison. Le résultat est là, le résultat le prouve. L'implication des équipes montre que c'est ce qu'il fallait faire pour les embarquer. Et donc maintenant, on va passer dans une étape un peu plus mature où elles sont prêtes à écouter des formules, des choses un peu plus avancées. Si on avait fait ça avant, Serge? Je pense que si on avait fait ça avant, alors excusez-moi du terme, je les adore, mais on les aurait perdus pour une grande partie. Tout simplement parce que c'est ce que je disais, elles connaissent pas tout ce qui est MRP2. Voilà, ce sont des approvisionneuses depuis 20 ans chez Gedimat, voire 30 même, qui n'ont pas de formation spécifique à ce type de concept. Et je me suis dit, alors étant formateur moi-même, je me suis dit, si je rentrais dans ce détail-là, ma crainte était véritablement, et quand j'en ai parlé, elles m'ont dit, oh non, surtout pas, je ne veux pas voir ça, ça m'intéresse pas. Donc j'ai dit, bah, ok. On va changer d'outil, on va prendre un outil plus simple, plus visuel. On va faire du DDMRP, mais sans en parler. Mais donc, ça t'inspire pour une méthodologie future chez d'autres clients qui pourraient avoir le même problème? En tout cas, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises où justement il y a de toute façon une conduite du changement un peu compliquée quand on leur présente le DDMRP. Alors oui et non. Alors, en France, le DDMRP, grâce à Supply Chain Magazine et tous les acteurs du DDMRP en France et les grandes entreprises, aussi. Les succès, Air Liquide, LVMH, Michelin, toutes ces entreprises ont mis en place des DDMRP avec succès, donc ça fait quand même beaucoup de buzz. Mais dès qu'on sort de la France en Europe, ok, ça marche un petit peu. Mais en dehors de l'Europe, des DMRP, non, personne ne comprend en fait. Personne ne connaît cette méthode. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on parle de flux. Et le flux, c'est le flux d'informations, le flux physique, le flux financier. Derrière, le moteur, c'est des DMRP, mais la réalité de la supply chain, c'est une gestion des flux. Et flux tiré, flux poussé, il n'y a pas photo. Le flux tiré est beaucoup plus performant, tout simplement. Bon, mais en tout cas, bravo, parce que j'avais quand même une question, parce que vous aviez quand même une culture. Vous n'êtes pas passé par la case des Dbrics et tout ça, donc vous aviez déjà une culture des DMRP. Vous saviez déjà de quoi vous parliez, parce que on voit. Moi, j'ai interrogé quelques directeurs supply chain, encore big pour ne pas le citer hier, et qui me disaient ouais, on regarde, mais je sais pas trop et tout ça. Donc vous aviez quand même la fibre. Pourquoi? Alors moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, pour parler poliment, parce que j'ai une formation en gestion de production et aujourd'hui je suis formateur. Et je connais tous ces principes-là, je les enseigne, le MRP2, le MRP, les DMRP. Alors voilà, je me suis formé par moi-même au démarrage. Donc oui, je connaissais ces principes-là très bien. Et je me suis dit, bon, l'aborder avec des personnes qui font de l'approvisionnement, qui font pas de production, qui ont plein d'a priori sur des grands termes, des grands mots. Alors quand je leur parle de Sigma 6, voilà, elles veulent même plus que je leur parle. Voilà, elles m'adressent même plus la parole. Non mais je le dis en plaisantant, mais effectivement, c'était de se dire, bah, l'outil est bon, le principe est bon, il est simple visuellement, puisque j'avais eu des présentations de la part de B2Wise de l'outil, et je me suis dit, mince, ça ne peut que marcher chez nous, parce qu'on fait quand même que de la distribution, pas de production. Ça marche chez nous, ça va marcher chez nous, mais comment le présenter aux équipes? Et en fait, on ne l'a pas présenté, tout simplement. Tout simplement. On leur a dit qu'ils changeaient d'outil, qu'elles allaient faire de l'approvisionnement avec un outil plus performant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vrai, assez complet, mais enfin, on peut quand même. Voilà, très bien. Présenter, M. Bartolone. Yvan Baturon, indépendant. Merci pour cette présentation non seulement claire, mais originale, effectivement. Une question par rapport à la résilience. Est-ce que vous pensez que le niveau de stock bleu, les surstocks, vous mettent à l'abri des coups de Trafalgar liés aux, j'en sais rien, tarifs douaniers, crise logistique, que sais-je, ou comment vous pensez que le nouveau système basé sur du DDMRP va être plus ou moins fragile aux imprévus immanquables, disruptifs? Il y a deux questions. La première, le stock bleu, pour reprendre, alors si tu peux remonter un petit peu, Laurent, s'il te plaît. Il faut savoir qu'on ne le connaissait pas. On va être très clair. Chez Gedimat, on ne le connaissait pas, le niveau de stock. Le surstock, je vais l'appeler comme ça. On ne le connaissait pas. On savait qu'il y avait du surstock, ça, pas de problème. Alors,
moi, je suis quelqu'un qui déteste le stock de sécurité. Donc, tous les paramétrages dans Optimiza, vu qu'ils fonctionnaient en plus pas très bien, avaient été supprimés en termes de stock de sécurité. Quand on a mis en place B2I, j'ai dit non, on va repartir sur des sécurités avec les calculs de prévision, parce que les prévisions sont bonnes. Non, le niveau bleu ne nous met pas à l'abri du stock. Il faut savoir que dans nos produits, on a des Pareto qu'on a découpés A, B, C, et on les a redécoupés en AA, AB, AC. Pour aller plus loin. Et on a l'équivalent, je vais dire, de dizaine, quinzaine de pourcents de produits à très forte rotation. Et tout le reste, c'est des C, voire des CC. Voilà. Donc le bleu, ce qu'on voit là à l'écran, ce sont surtout des produits à très très faible rotation, avec des MOQ très forts et des délais fournisseurs en plus très longs. Ce qui facilite les choses voilà, pour le diminuer. Malgré tout, ça a permis, alors je rebondis et je vais un petit peu plus loin que votre question, mais ça a permis aux approvisionneuses de s'apercevoir quels étaient les produits dans la zone bleue, de les regarder, parce que pour elles, le problème, c'est pas la zone verte, peu la zone jaune, parce que c'est le passage de commande. Bon, la zone rouge, oui, bien évidemment, mais Virginie l'a très bien dit, on relance les fournisseurs, mais elles ont pu travailler sur la zone bleue et retravailler avec leurs fournisseurs ou leurs commandes, leurs propositions de commandes pour véritablement diminuer ce surstock qui apparaît. Et là, aujourd'hui, en plus, elles le voient. Alors, j'ai une grande théorie, et ce que je leur dis souvent, j'ai plein de petits mots, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. Bon, bah là, maintenant, elles l'ont à l'écran et elles peuvent le diminuer. Un élément complémentaire, en fait, ça, c'est le niveau de stock actuel, et la cible du modèle opérationnel, elle est là. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui se passera quand les slow runners là, partiront, mais en fait, ils peuvent partir que si on les vend ou si on décide de les scraper. Ce qui a été important dans B2A, c'est qu'on a mis tous les stocks. Les stocks morts, les stocks vivants, les stocks qui allaient s'arrêter, etc. Tous, sans exception. Voilà. Ça, c'est important. Et le bleu qu'on voit là, dans l'analyse, ce sont surtout du stock mort. Fin de saison, on s'arrête, bon, voilà, les queues de stock, je vais appeler ça comme ça. Et pour répondre à un autre élément de la question, c'est OK, qu'est-ce qui se passe si tarif, si fournisseur, si canal de Suez, tout ça. En fait, ça, c'est les buffers, ils sont costauds et ils sont dimensionnés par rapport à une variabilité qu'on décide. Donc, cette décision, elle est au niveau stratégique. Donc, soit on décide d'encaisser le tsunami du siècle, et dans ce cas-là, on va avoir une zone rouge qui va être sur le dimensionnement des buffers qui va être très grosse, c'est-à-dire un gros coussin de sécurité. Soit on se dit, s'il se passe ça, on sera à poil comme tout le monde sur tous les marchés. Et puis, mais les buffers, en fait, ils arrivent quand même à encaisser beaucoup plus que tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, OK, c'est une décision en fait. La vraie réponse, c'est que c'est une décision stratégique avec en plus, ces scénarios permettent de dire, OK, si on prend cette décision du tsunami du siècle ou d'un effet géopolitique majeur, quel va être l'impact cash? Quel va être l'impact sur mon nombre d'emplacements palettes? Est-ce que j'aurai la place ou je vais devoir en plus louer un emplacement chez Geodis ou peu importe. Donc en fait, on va pouvoir voir les impacts de ces scénarios. Et on va pouvoir faire des scénarios, OK, qu'est-ce qui se passe si j'ai ce stock-là et en plus j'ai 20% de croissance, 30%, ou moins 20%, moins 10%, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le one click, one scénario est absolument efficace parce que derrière, on voit les impacts sur la réalité du business. Ça, c'est encore en développement ou ça existe encore chez B2Y? Ça existe, mais c'est adapté à l'entreprise en fait. Ouais. Et en fait, il y a plein de solutions SNOP. On a besoin de combien de temps pour mettre en place une solution SNOP en standard? 6 mois. 6 mois. Ah non. Ouais, OK. Plus des fois plus. Mais là, on parle de semaines. Là, on parle de semaines et c'est pas du. Venez nous voir sur le stand, on vous montrera les projets. Regardez le webinar que j'ai fait la semaine dernière avec Fruityline. On parle de 2 mois. 2 mois de mise en place. Et alors juste, j'avais aussi une question, parce qu'on voit que la rapidité du projet, c'était aussi de récupérer les données d'Optimiza. Mais quel rapport entre B2Wise et Optimiza? Parce que vous faisiez déjà la maintenance d'Optimiza, c'est ça? Donc, Coupa ayant décidé d'arrêter la maintenance d'Optimiza, tous leurs clients sont passés en mode panique. On est d'accord.
Mon associé Kevin Beau, qui a été directeur général de Optimiza pendant plus de 20 ans, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que toutes les ressources qui travaillaient chez Coupa et qui ont été licenciées, les bons, on les a récupérés. Et puis, on est allé chercher les clients et on est en train de basculer un par un tous les clients d'Optimiza vers Bitwise en mode facile, en fait, comme on vient de faire avec Serge. Simple, en tout cas pour les équipes. Encore plus rusé, alors, du coup. Il y a cet aspect-là aussi, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Il ne faut pas en rater, là. Et n'hésitez pas, parce que là, c'est la dernière conférence dans cette salle-là, en tout cas. Il y en a une autre là-bas. Après, vous ne pourrez plus poser de questions. Hein. Vous attendrez 1 an pour poser des questions. En plus, là, ça vaut le coup. Hein. Bon, moi, j'en ai encore hein, sinon. Sur le temps gagné, oui. On a parlé, on a vu dans le petit reportage, elle disait que voilà, elle gagnait du temps, mais c'est quoi? On peut le quantifier, ce temps gagné? Oui, alors, je l'ai mesuré. Alors, je l'ai mesuré pour chaque approvisionneuse parce qu'elles ont des typologies de fournisseurs très différents. On est en moyenne sur une journée de travail. Donc, une journée d'analyse, je préfère qu'elle passe une journée d'analyse qu'une journée de traitement de fichiers Excel. Voilà. Non, c'est une journée, réellement. Voilà. Donc, on a basculé cette journée sur la partie analyse. Donc, une journée par mois? Par semaine. Par semaine? Par semaine. Non, mais attendez, il fallait se représenter ce qu'elle faisait en termes d'analyse sur Optimiza. On est sur à peu près une journée par semaine, et ce temps a été basculé à la fois sur l'analyse des préconisations, mais surtout sur la partie accompagnement sur le nouvel ORP des 365. Voilà. Après, il y a quelque chose que dans les prochaines étapes qu'on peut faire aussi, qu'on fait chez beaucoup de nos clients, c'est de connecter l'outil Bitwise de GDMAT avec ses clients, c'est tous les adhérents, et connecter Bitwise avec les fournisseurs. Et comme ça, les fournisseurs gèrent le stock sur la plateforme, et puis l'équipe GDMAT peut gérer la partie adhérent. Bon, il y a de la politique derrière, il y a un chantier en lui-même à faire. Mais en fait, comme ça permet d'avoir une supply chain end-to-end, en incluant les clients, en incluant les fournisseurs. Et certains de nos clients le font de manière très efficace. On a Semin dans la salle. Cyril pourra en parler très largement tout à l'heure. Vous allez dire aux fournisseurs que c'est du DDMRP ou non? Non, mais pour répondre à votre question une journée par semaine, c'est qu'effectivement, elles ont quand même quasiment, pour certaines, plus de 80 fournisseurs, 3000 SKU, avec des cadencements de commandes. Et Bitwise nous aide justement à faire ces cadencements de commandes, à faire des préconisations qui sont plus claires, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ok, pour moi, c'est très clair. Est-ce qu'on a encore une dernière chance de question? Oui, dernière question, toute dernière question. Et puis après, on laisse l'antenne. Merci. Une question effectivement concernant plutôt les modèles de prévision, parce que j'avais suivi une formation DDMRP et c'était quand même très rustique, très basique. Or ici, visiblement, il y a quand même de la saisonnalité, il y a de la tendance et il y a des événements promotionnels. Donc je pense qu'il y a quand même besoin d'un minimum de technique derrière. C'est comme l'iPhone, hein. Il y a plein de techniques derrière votre iPhone, mais c'est clic, 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 boum, boum, boum. En fait, vous avez suivi une formation DDMRP, très bien. Dans la formation DDMRP, on ne rentre pas du tout dans les algorithmes de prévision. On dit la consommation moyenne journalière permet de dimensionner la taille des buffers. Après, cette consommation moyenne journalière, on la calcule avec les consommations passées, avec les consommations futures, donc les prévisions, ou avec un mix des deux. Ça, c'est la première étape. Ces prévisions, elles viennent d'où? Peu importe. Dans Bitwise, on a une 50aine d'algorithmes. On a du machine learning qui permet de choisir le meilleur algorithme en fonction de la map. Donc, on ouvrira le capot si vous voulez. Venez nous voir, on ouvrira le capot. Mais en vrai, ce n'est pas le sujet. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est l'adhésion des personnes sur le changement, sur l'utilisation de ces prévisions. Et un point clé avec des DMRP, c'est que dans les prévisions, dans un mode de fonctionnement classique, on va utiliser ces prévisions pour pousser le stock dans le réseau de distribution
par rapport à des prévisions qui sont fausses fondamentalement. Et donc forcément, on pousse du mauvais stock et c'est la catastrophe. Avec l'approche des DMRP, on va utiliser les prévisions pour dimensionner la taille des buffers et ensuite on fera du flux tiré. Et on fera du flux tiré si ça consomme, si le client achète. S'il n'achète pas, ben, on garde le stock, mais on l'a dimensionné, on sait le maximum, le risque maximum qu'on emprunte. C'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, saisonnalité, anticipation, fournisseurs qui ferment, Chinese New Year, tous ces éléments-là, en fait, on va les traiter avec des ajustements dynamiques, avec des zones d'anticipation capacitaire, avec du calcul de CMJ à délai découplé. Enfin, on a plein de techniques comme ça, mais là encore, c'est de la technique. Est-ce que ça intéresse tout le monde ? Ça n'intéresse pas tous les approvisionneurs, ça intéresse par contre ceux qui seront amenés à s'occuper du modèle opérationnel. Et donc là, oui, les planificateurs classiques, ils vont utiliser, ils vont s'amuser, ils vont avoir des bons résultats, ils seront contents. Et puis derrière, vous aurez des utilisateurs avancés qui vont rentrer dans le détail, qui vont aller gratouiller, changer, essayer, simuler. Et c'est ça qui va générer le principe d'amélioration continue. J'ai répondu à votre question ? Oui, parfaitement, merci. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, merci Serge, merci Laurent. Et puis on ne dira pas qu'on a vu une conférence sur le DDMRP. Non,